On est good? C'est bon? Le micro il marche? Ouais. Allez. Podcast ASMR celui-là. Tout le podcast comme ça. Ce sera pour l'épisode 100 du Power Show. On n'avait pas l'ASMR dans les années 90, c'était bien. Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Nouvel épisode, épisode numéro 67 du Power Show. Aujourd'hui, la thématique c'est qu'est-ce qu'un athlète? Alors, c'est une question un peu vaste, mais avant on va peut-être parler un petit peu d'actu. Un petit peu actu CrossFit. Louis, t'étais aux Affiliate Battle le week-end dernier. Donc je pense que c'est la compète. En tout cas, moi je me suis fait, je sais pas vous, mais moi je me suis fait spammer la gueule sur Instagram. On a vu que ça. C'est pour savoir un peu ton retour sur l'événement, comment ça s'est passé pour toi, pourquoi tu y étais aussi. Ouais, mais c'était ma deuxième année au TAB, donc c'est une grosse compète de CrossFit. Je pense qu'en termes de moyens, en tout cas, ça va être la plus grosse de France. T'as le prestige des French parce que c'est qualificatif ou autre, mais je pense que les affiliates aujourd'hui ont la place de la plus grosse compétition en France. Et c'est la deuxième année consécutive du coup qu'on co-organise une compétition d'haltéro au sein du village des marques en fait qu'il y a à côté du Parnasse de Nîmes pendant la compétition. Donc sur une matinée, on a une compète haltéro où des athlètes qui participent aux affiliates ou non, ça peut être des spectateurs, viennent pour s'affronter sur une compète haltéro qui a un format sympa, qui est pas exactement le format fédéral, où tu as 3 minutes pour faire la barre la plus lourde à l'arraché. Pareil à l'épaulé jeté, avec une grosse pause entre les deux, mais en fait tu peux prendre autant de tentatives que tu veux. Et donc pour... T'as les règles quand même temps de bras, tout ça ou pas? Ou c'est un adapté CrossFit? Toutes les règles. Ça veut dire que tu peux pas sortir du plateau, tu peux pas couder sur l'épaulé. Par contre, il n'y a pas de règles sur le temps de bras parce que les juges sont pas forcément formés. Et parce qu'encore une fois, on a au moins la moitié des participants qui viennent du CrossFit, qui n'ont pas l'habitude de cette règle-là. Et sur le snatch, ça pose pas trop de problème, mais sur le jerk, un crossfitter, tu lui enlèves le droit de faire le temps de bras, tu peux vite... 10, 20 et puis kilos pour constater un temps de bras, c'est pas pour rien qu'il y a 3 arbitres en haltéro, un en face, 2 sur la diagonale, c'est pour pouvoir voir. Je pense qu'aussi en termes de moyens, il faudrait avoir non seulement avoir des arbitres qualifiés, mais avoir le nombre de bénévoles nécessaires. Peut-être sur un week-end, avoir des gens pour juger ça. Ouais, et puis même dans le monde de l'haltérophilie au niveau international, il y a ce débat de maintenir ou non la règle du temps de bras, parce que vu que c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre, on se retrouve avec des médailles olympiques qui ne le méritent pas forcément ou autre, parce que le 4e fait pas de temps de bras, mais le 3e passe devant avec un temps de bras léger, qui est pas sanctionné. Donc même en haltéro, il y a le débat de potentiellement retirer ça. Donc, mais si tu le retires, après, ça va laisser la place aussi à des mecs qui, pour le coup, sont peut-être moins, on va dire, font moins attention, quoi. Ouais, après, le truc, c'est que... Après, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Mais... Voilà, c'est un pied d'égalité, et faire un temps de bras, ça t'apporte rien, en fait, sur le lift. Oui, il y a personne qui utilise le temps de bras à son avantage. Alors, un verrouillage bras tendu, il est supérieur à un verrouillage où tu apprends ici et tu dois avoir... c'est plus difficile. Donc, en fait, ceux qui vont gagner les compètes, pour moi, seront toujours ceux qui arrivent à avoir un verrouillage qui est net. Il y a 2 types de temps de bras. Il y en a juste qui ont une structure d'épaule qui fait que ça va s'affaisser un peu, des blessures ou autres qui font que c'est un peu plus dur pour eux de verrouiller. Et après, tu as l'athlète, 90% des gens, c'est sans méchanceté, c'est de la fainéantise, c'est ils travaillent pas sur leur technique et du coup ils finissent avec des temps de bras ou leur mobilité. Mais il y a quelques athlètes qui n'ont pas cette structure pour emboîter, et en haltéro c'est un truc que les coachs repèrent chez les gosses, la capacité à avoir un bel emboîtement, un beau verrouillage, et là il y a une grosse part de génétique, c'est pas que du travail. Oui, puis c'est vrai que quand tu regardes des enfants faire de l'haltéro, ils ont souvent du mal d'ailleurs sur les verrouillages, ils sont un peu plus mous, ils sont un peu plus laxes. Ouais, ça dépend des gosses. T'en as justement dès le départ, c'est un peu comme toi, quelqu'un qui a une hyperextension au niveau des coudes fera moins souvent un temps de bras. Tu auras plus de facilité à verrouiller avec une hyperextension sur les coudes. Si tu as un bon mouvement scapulaire, tes scapulas bougent bien. Sur le thorax, tu vas avoir aussi un meilleur verrouillage parce que ton épaule se place mieux. Donc il y a une partie de mobilité, il y a une partie technique, le fait d'engager la tête, et il y a une partie innée qui est ta structure d'épaule, ta structure de coude, et ainsi de suite. Bon, après, t'as été au TAB, mais t'as été pour rafler la mise, puisque t'as été avec José, quoi. Elle est venue, elle a réglé tout le monde. José a gagné assez largement. Si l'objectif c'était de rafler la mise, je serais allé avec José et avec Romain. Mais c'est pas forcément le but. Ce qui est marrant, c'est que les 2 vainqueurs, déjà, sont les 2 internationaux du plateau, un Ukrainien, une Canadienne, et ce sont les 2 qui ont terminé premiers de la phase de qualification du Power Contest cette saison. Donc ils sont pas forcément favoris pour la finale, parce qu'il y a d'autres athlètes très costauds, mais en tout cas c'est eux qui ont gagné le lifting contest des affiliés de Battle, et c'est eux qui ont gagné la phase de qualification du Power Contest. Est-ce que tu peux rappeler la date du Power Contest? Week-end du 15 août, donc je crois que c'est 14 et 15 août. Ouais. Je sais exactement. On vous attend nombreux à Bordeaux, à Power Camp. Et est-ce que tu as d'autres choses à dire? J'imagine que tu t'es surtout concentré sur la partie haltéro, mais bon, j'imagine que tu as été un peu observateur quand même de l'organisation, etc. Est-ce que tu as des choses à dire? Comme tous les ans, au niveau du physique des athlètes, c'est impressionnant.
On a un peu l'impression d'être dans un show de bodybuilding. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas réservé aux élites. C'est-à-dire que tu vas en inter ou en RX, t'en as qui sont pas spécialement forts, qui bougent pas spécialement bien, mais par contre, c'est des bodybuilders. Des masses musculaires de fous furieux, hyper secs. Et après, au niveau orga, bah, c'était encore plus costaud que l'an dernier. Ça veut dire ce qui se passe à l'intérieur du Parnasse. Le Parnasse, c'est la salle dans laquelle il y a la compète, c'est à peu près similaire. Par contre, le village extérieur, donc tout le devant, le terre-plein qui est devant le Parnasse, qui a une grosse zone qui est fermée où tu as tout le village partenaire, là, par contre, c'était énorme. T'avais, je sais pas combien t'as de spots avec des buvettes ou des stands pour manger, des food trucks ou autres, mais en gros, tu peux accueillir 10 000 personnes sans problème sur un événement comme ça. Donc je pense que c'est un truc qui fait beaucoup de bien au CrossFit, et je pense qu'on en a besoin parce qu'avec l'Aerox aujourd'hui, et les événements qu'ils proposent avec l'Aerox, il faut rivaliser. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que les personnes que j'ai pu rencontrer, je citerai pas de nom dessus, mais toutes les personnes, que ce soit organisateurs, des coachs connus qui ont des grosses prog en CrossFit en France, des athlètes ou autres, tous hyper critiques de l'Aerox. Peut-être parce qu'ils flairent un petit peu la concurrence, ils apprécient pas trop, mais hyper critiques de l'Aerox en disant l'Aerox c'est nul entre guillemets parce que c'est toujours la même chose. Les mecs qui font de l'Aerox, c'est des coureurs en fait, mais c'est pas des athlètes complets parce qu'ils ont pas de force. Ça, j'ai l'impression que c'est le propre un peu de chaque sport. C'est-à-dire qu'à un moment, tu avais ceux qui faisaient du power qui taillaient un petit peu ceux qui faisaient du street. Ceux qui faisaient du street taillaient un petit peu les crossfitters. Les crossfitters taillaient en fait un petit peu les autres. Les haltéros taillaient un peu les crossfitters et les forceux. Subit un petit peu ce que le crossfit a subi au début, c'est ce que j'allais dire. L'athlétisme ou autre. Le crossfit a vous avez des mouvements qui sont chums, votre haltéro est pas belle et ainsi de suite. Oui, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est entre les sports. Par exemple, le streetlifting, c'était oui, vous faites que des trucs haut du corps et au pas de corps. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une petite guéguerre un petit peu sport qui permet de cliver et d'avoir des fans quoi. Justement, quel sport selon nous sont supérieurs justement du point de vue des qualités athlétiques que ça développe, que ça demande et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le CrossFit a quand même été sujet de nombreuses moqueries ces dernières années. Là, c'est marrant de voir que les rôles s'inversent un petit peu. Moi, je peux comprendre un petit peu les critiques dans le sens où le CrossFit, c'est pas juste un sport, il y a une idée derrière, il y a une méthodologie. Et surtout, je pense que peut-être ça frustre certains de vouloir qu'on rende tout accessible. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien. En fait, tout le monde devrait pouvoir faire du CrossFit s'il a envie d'essayer. Tout le monde devrait pouvoir faire le sport qu'il a envie, mais tout ne doit pas être accessible. De la même manière que toutes les voitures de sport doivent pas être accessibles à tout le monde, tu vois, que ce soit en termes de prix ou même la qualité. Pour moi, je sais pas comment expliquer ça. Il faut garder des sports élites. Et je pense que c'est peut-être ça qui frustre les gens. C'est comme on est dans un marché, dans le business. Le but de l'Aerox, c'est de toucher un maximum de monde, quitte à un petit peu rendre ça, entre guillemets, faire du mass market, quoi. Ce qui trouve énervant, c'est la visibilité, je pense. Ces personnes-là, c'est aussi que t'as beaucoup de personnes qui vont vers l'Aerox qui sont pas des grands sportifs, qui se mettent à faire de l'Aerox, qui mettent athlète Aerox dans la bio, et ça les énerve parce qu'ils ont l'impression... Quand je dis ça énerve les crossfitters, notamment les compétiteurs, parce qu'ils ont l'impression que ces personnes-là sont pas légitimes pour se considérer comme des athlètes. Et en gros, la réflexion, c'est en fait au CrossFit, t'étais nul, t'es allé dans un autre sport où tu performes un peu mieux, et du coup, tu fais le show, entre guillemets. C'est vraiment le ressenti. Moi, je pense que c'est vis-à-vis de ce qui je pense que c'est surtout la visibilité, moi. Je pense à des personnes, comme tu dis, via le fait de se dire athlète, qui peuvent avoir un peu de visibilité, justement exceller un petit peu, tu vois, dans ce sport-là. Et que des gens leur disent ah putain mais en fait t'es vachement bon, t'as gagné telle compète, etc. Oui, et comme le CrossFit c'est un petit peu en perte de vitesse en termes de visibilité, je pense qu'il y a beaucoup de la jalousie et de l'envie un petit peu de se dire c'est plus nous, c'est plus notre sport qui sommes devant entre guillemets dans la discussion un petit peu de comptoir quoi. Parce qu'aujourd'hui maintenant quand tu regardes, tu parles à des gens qui connaissent rien, les gens ils entendent surtout parler de l'Aerox plus que du CrossFit actuellement quoi. C'est sûr. J'ai croisé un voisin hier et c'est ce qu'il m'a dit. J'étais avec José, il a dit c'est des sportifs et il a commencé à nous parler d'Aerox. Il me dit plus de CrossFit, tu vois, alors que tu sais, à une époque si tu voyais un haltérophile tu disais tu fais du CrossFit et maintenant tu vois un CrossFitter tu dis tu fais de l'Aerox. Ça devient vraiment de plus en plus gros. Mais je trouve que le marché du sport il a évolué parce qu'en fait maintenant toute personne, même à son petit niveau, a envie de paraître et de passer pour un athlète. Et j'ai l'impression même que justement les mecs qui ont créé l'Aerox et les mecs qui ont créé le CrossFit à la base, ils ont compris ce besoin de reconnaissance des gens et ils appuient à mort là-dessus et ils construisent des événements et la manière dont c'est fait, par exemple les photos, etc. Pour que tu ressentes ça quoi. Parce que maintenant c'est une société, alors ça fait critique un peu de comptoir, mais faire les Jeux Olympiques, comme c'est une société beaucoup plus individualiste où les gens aiment bien se mettre en scène
dans tout maintenant dans leur vie, que ce soit leur vie privée ou s'ils font des régimes ou s'ils partent en vacances, ils reportent tout. C'est-à-dire ils ont des carnets de bord, des journaux de bord. Oui, ils documentent leur vie. Et en gros, oui, ils mettent le doigt sur le fait que maintenant, en fait, les gens ont vraiment soif de reconnaissance. Et de toute façon, ça, on l'a vu avec certaines personnes, mais même tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui développent ça, c'est qu'ils arrivent même plus à apprécier ce qu'ils font quand ils le font, ils apprécient que si derrière il y a le feedback de la communauté, avec les likes, etc. Donc, comme tu dis, je pense que le gros point qu'ils ont mis en évidence, c'est comment faire pour rendre les gens, entre guillemets, le temps d'un événement sportif un peu comme des stars, quoi. Donc, et moi, on en a parlé en plus il y a la semaine dernière avec Marin. T'as beaucoup. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre que les crossfitters critiquent les gens qui font de l'Aerox là-dessus, parce qu'en fait, c'est les premiers à le faire. Ils ont un peu le syndrome du personnage principal. C'est-à-dire qu'ils se mettent beaucoup en scène. Ils ont un côté très dramaturge par rapport à leur performance, par rapport à leur prépa. Et t'as l'impression vraiment que c'est McGregor ou Cristiano Ronaldo quand tu lis les posts, quoi. En fait, mais le truc. Et maintenant, McGregor ou Cristiano Ronaldo. Avant, ils avaient la lumière sur eux. Là, la lumière bascule sur un autre sport. Oui, c'est vrai que n'importe quel mec lambda c'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais qui fait de l'Aerox depuis 6-8 mois, si tu regardes son Instagram, alors après on va dire que ils font ce qu'ils veulent parce que c'est privé, mais ça montre un peu les dérives aussi de ce qu'il peut y avoir derrière. Il va te parler de sa prépa comme si le mec ça faisait 10 ans qu'il faisait du sport de haut niveau, alors que ça reste un loisir. Donc on peut se professionnaliser, c'est bien, on peut essayer de devenir meilleur sans avoir forcément le syndrome de l'imposteur, mais oui, t'as des mecs, c'est comme des prépas JO où t'as l'impression de suivre un mec qui prépare le Tour de France. Le mec va t'expliquer jour par jour, semaine par semaine, sa diète, etc. Il va faire un retour hyper épique sur la performance du jour en disant oui, mais là j'ai été blessé, là j'avais pas les bonnes chaussures. C'est pour ça que je trouve ça malvenu de la part des crossfitters, encore une fois j'appuie dessus, de critiquer les mecs de l'Aerox, parce que ça vient du crossfit. À se mettre en avant en disant voilà, j'ai dû surmonter telle épreuve, voilà, la prépa était pas facile comme a dit Marin. Pour revenir sur les affiliés de Battle, j'aimerais bien avoir votre retour dessus, parce que j'ai eu des potes sur Instagram et des adhérents à la salle qui se sont à moitié foutus de ma gueule quand je suis revenu, comme si j'étais organisateur des affiliates, en disant ouais, ton événement c'était un spam géant. Donc en gros, ils m'ont dit avec les affiliés de Battle, vous avez spammé Instagram pendant un week-end. À la salle. Dis non. Non, déjà il y a moi. Ah ouais. Mais j'en ai eu sur Instagram aussi. Ouais, moi je trouve que c'est logique, quoi. Non, mais moi après moi ce que de toute façon, est-ce que t'avais les chiffres, toi? Tu peux témoigner. J'ai dit que moi ça m'avait impressionné. J'ai pas dit si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas moi ça m'a impressionné. La couverture médiatique, ils ont dû poster au moins 300 posts sur le week-end sans problème. Je crois que c'est ça ce qu'ils ont donné comme chiffre, 290 posts ou... Ouais, donc non, en fait c'était non, mais justement le reproche c'est qu'il y en avait eu beaucoup trop, et qu'en fait au lieu de 290 peut-être que 80 postes ça aurait été suffisant, tu vois. Ça dépend de ta logique. Si tu comptes les métriques, par exemple s'ils ont fait 300 postes et que ça leur a permis d'avoir une couverture médiatique et d'avoir je sais pas moi 10 millions d'impressions, et que en fait s'ils en avaient fait 150 ils auraient fait 3 millions d'impressions, bah tu vois ils ont peut-être eu raison de le faire. Si dans ces 10 millions d'impressions il y a que des gens qui potentiellement peuvent être intéressés pour faire la compétition l'année prochaine, et que l'année prochaine ils ont les inscriptions pleines, etc. En fait c'est ça, en fait je pense que ça dépend surtout de l'algo, parce que moi j'ai pas été spammé, parce que j'en ai vu quelques-uns posts. Bah oui, en fait moi je regarde un peu, je suis quelques personnes qui font ça, donc j'ai vu quelques posts, mais je pense que ça dépend de l'algo, parce que moi en fait tu peux dire ouais que t'es spammé par un truc, mais en fait eux ils peuvent pas le savoir, c'est un truc con. Mais imagine si ça c'est sûr, si tu suis, je suis une connerie, mais tu suis 4 comptes dont le compte des tabs, bah tu vas dire c'est pas possible, il y a que ça, mais parce qu'en fait c'est poussé. Non mais surtout que moi en fait quand moi je voulais voir ce qu'allait faire José et je voulais voir ce qu'allait faire Louis. Donc il m'a suffi d'aller une fois, parce que je suis pas abonné au compte, d'aller sur le compte affiliate et de checker les stories. Et là, c'était parti. C'est comme quand tu restes 10 minutes sur un cul, après, des culs pendant un après-midi. Donc non, alors moi, j'ai pas d'avis plus que... Au-delà de... Moi, en fait, ce que j'observe, c'est leur gars, et ça avait l'air d'être hyper bien organisé. Moi, je trouve ça... Alors, je trouve qu'ils communiquent beaucoup sur le côté entrepreneurial de l'organisation des tabs.
Bah ça, c'est un peu le. Voilà, moi ça, moi. Ego trip de certains athlètes, Voilà. il y en a qui l'ont dans le marketing. Voilà, bon ça, bon pour moi ça fait pas rêver. Par exemple le mec qui organise Tomorrowland, on en a rien à foutre de savoir comment il organisait Tomorrowland. Donc il s'est levé à 5h du matin. Voilà, et qui s'est levé à 5h du matin et qu'il a eu des problèmes et que ceci, cela et qu'en fait il a posté 150 000 fois et que on s'en fout. Enfin en tout cas moi ça m'intéresse pas. Je trouve que ce qui met en valeur la réussite de cette personne-là, c'est que l'événement soit réussi. Et pour moi c'est le cas. L'événement il a l'air ultra réussi. C'est des tafs de l'ombre en fait. Quand tu fais ça, c'est pas pour être mis en lumière. Genre... On verra a posteriori sur les semaines qui suivent, mais en tout cas l'année dernière, tout le monde était hyper content de leur gars, hyper content des WOD, et je pense que cette édition-là, ça va être pareil. Ça se voit sur les quelques réels que j'ai vus que les gens ont l'air de prendre un kiff. Donc de toute façon, ça a l'air d'être une. Je vais faire le comparatif de ce que tu as dit au niveau de la mise en lumière des personnes qui organisent, mais alors peut-être que toi tu fais beaucoup de concerts, tu peux. Non, mais même pas forcément à ce niveau-là, mais même sur le cinéma. Tu regardes, alors les scénaristes, les gens connaissent, etc. Mais après, dans les producteurs, genre t'as beaucoup de très bons films avec des super acteurs. Les gens connaissent pas forcément les producteurs, ou en tout cas, ils sont pas mis autant en lumière que les acteurs, tu vois. Il y a pas autant il y a pas face à un ego trip et justement oui mais il y a pas autant de fame, tu vois. Genre, c'est pas des tafs que tu fais pour la popularité. Pas de la même manière qu'un entraîneur, il sera moins mis en avant que son athlète, mais en fait la gratification, c'est de voir son athlète sur le podium. C'est pas lui d'être à côté en photo et qu'on l'interviewe. Même si, bien évidemment, ça fait toujours plaisir, j'imagine. Mais tu vois, ce cas-là, dans des sports, par exemple le MMA, t'as certains coachs qui veulent de la lumière parce qu'ils ont formé telle ou telle personne. Et des fois, ça entache la relation entre l'athlète et le coach parce que parce que c'est une course à la gloire où ils se battent tous les deux, quoi. Donc moi voilà, c'est le seul truc que j'ai vu. Je me suis dit grosse couverture médiatique, événement qui a l'air stylé. Moi j'ai trouvé ça carré. Bon, et voilà. Toujours pareil, c'est peut-être biaisé, mais le meilleur événement de la compétition, le ladder snatch. Bon, en tout cas, c'est celui où il y a le plus de spectacles, où le public est le plus à fond. Parce que quand t'as un AMRAP avec des GHD sit-up, du ski erg et des shuttle run, pendant 12 minutes, en fait, tu encourages un peu, mais c'est vite moment, alors que t'as pas le côté sur une fraction de seconde, aller chercher la barre. C'était vraiment pour moi un événement qui était top. Moi, ça m'a fait penser de l'extérieur au Wodapalooza, un peu, mais dans l'esprit. Tu vois, quand tu parles de grosses compètes, un peu genre en marge de ce qu'il y a par exemple au French, mais qui est tout aussi importante, où les gens peuvent se qualifier, où tu as un côté un peu rendez-vous incontournable. J'ai l'impression que ça devient un petit peu les Wodapalooza français, quoi. Moi j'ai été impressionné par le niveau des mecs en snatch et des meufs. Moi ça m'a quand même. 2 barres à 140. Je me suis quand même dit bon, c'est compliqué maintenant pour les personnes qui font uniquement de l'haltéro et les haltérophiles entre guillemets les puristes, de dire que les crossfitters n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu sur cette discipline et à faire, parce que là t'as une fatigue accumulée en plus, les mecs ils arrivent avec des barres. Tu vas me dire, Louis, parce que tu vas connaître les minima mieux que moi, je pense que là dans les bars qu'on a pu voir, il y a beaucoup de gens qui font les minima France. Ouais. Enfin, ce qui est incroyable maintenant, le haut niveau non, moins que ça parce qu'ils savent pas jeter. Oui, voilà. Malheureusement. Ouais, ok. Mais en tout cas, à l'arraché, t'as quand même une bonne partie des élites qui font les minima France. Donc c'est quand même qui seraient équivalents haut niveau en haltéro, alors qu'ils font d'autres choses en plus. Chez les hommes, ces dernières années, il y a très peu d'hommes crossfitters au championnat de France. Et là, cette année, en qualifié, on a eu Jules Castor qui a fait 140 là-dessus, qui était qualifié mais qui n'est pas venu au championnat de France. Il y a David Van Damme qui vient de l'athlétisme lui à la base, mais ensuite crossfit, puis haltéro. Maxime Destock de Marseille qui a fait 137,5 là aux affiliates. Lui aussi, il a les minima France. Et si je dis pas et Willy Georges qui a pas fait les tables. Mais c'est les 4 crossfitters qui ont les minima France. C'est pas non plus énorme, tu vois, sur la quantité. C'est peut-être pas énorme, mais je trouve. Il n'y en avait pas avant, en fait, tout simplement. Oui, il n'y en avait pas. Voilà, c'est 4, ça reste pas beaucoup, mais en fait. Ce qui va changer et qui va faire beaucoup de mal à ceux qui font du crossfit actuellement, c'est que là, on commence à avoir les premières générations de crossfitters qui ont commencé gamins, à 13 ou 14 ans. Et tous ceux qui ont commencé à 13 ou 14 ans, même si au début, ils faisaient de l'haltéro une ou 2 fois par semaine, en fait, avant ta puberté, tu chopes des positions, tu chopes une gestuelle que tu garderas toute ta vie. Timing, etc. Et donc, en fait, on va avoir de plus en plus de mecs qui sont autour des 140 à l'arraché parce qu'ils ont commencé gamins, en étant ados. Et donc, ces mecs-là, ça va être très dur de rivaliser avec eux pour ceux qui débarquent à 20 ou 21 ans. Et qui se mettent. Il y a 2-3 mecs là, il y a un mec de MF qui a 19 piges et un autre là qui est déjà venu chez nous qui a une vingtaine d'années aussi. Valentin, il a plus de 140 en arraché des plots par exemple.
chez BMF. Bon, il a un physique d'arracheur, il est grand, il est assez longiligne. Ouais, un Je peu pense comme qu'elle est Rolon, non? ouais, un petit peu. Il aura plus de difficultés, mais très très costaud à l'arraché et une gestuelle aussi qui est impeccable. Et je crois que tu parles de Dorian, toi qui tire pour le Exactement. long en haltéro, qui a dû faire 125, je crois, à l'arraché là, mais pareil, qui est jeune, qui doit avoir 18 ans, 19 ans. Donc, Très grand, très longiligne aussi d'ailleurs. longiligne aussi, bon, des physiques d'arracheur. C'est pas les mecs qui gagneront les events à l'épaulé, mais c'est ces mecs-là dont je parle qui vont faire très mal au CrossFit sur les épreuves lourdes bientôt, parce qu'ils vont avoir une efficacité en haltéro que les autres n'ont pas. Bon, maintenant qu'on en a fini sur les tables, on va pouvoir enchaîner sur le sujet du podcast. C'est Louis qui a proposé ce sujet. Donc c'est qu'est-ce qu'un athlète? Comment on peut définir un athlète? Alors la définition générale d'un athlète, c'est quelqu'un qui pratique une activité physique dans un cadre professionnel ou loisir et qui va développer dans cette activité physique forcément des qualités physiques, techniques et mentales. J'ai regardé un petit peu la définition aussi, l'origine du mot. Ça peut aussi être juste quelqu'un qui pratique l'athlétisme. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui pratique l'athlétisme. On va dire la définition générale que tu vas retrouver, c'est celle-là. Et alors je savais pas, mais en gros, Ça vient du grec. ça vient bien évidemment, ça vient du grec, pardon. C'est un dérivé de atlos qui signifie combat, épreuve. Donc en gros, l'athlète c'est celui qui lutte pour avoir un prix. Voilà, Ouais, c'est ça. Il y a la notion de combattre, de lutter, d'épreuve. de faire une épreuve, mais pour avoir un prix. Ouais. Donc déjà, étymologiquement, est-ce que quelqu'un qui n'est pas compétiteur, on peut le considérer comme un athlète? Ou alors est-ce que le prix peut être personnel, le fait d'avoir des bonnes qualités physiques, une bonne santé ou autre? Oui, voilà. Est-ce que La ouais, première notion. en pas tout cas, forcément quand le mot a été matériel. créé, c'est parce que les mecs qui faisaient des épreuves pour avoir des prix. Ils voulaient gagner. Parce que là, si on prend la premier jeu. définition propre, là, dedans, ils disent que c'est soit professionnel, soit loisir. En tout cas, c'est que tu pratiques de manière intensive de la compétition, après professionnelle ou non. Mais en tout cas, tu fais tes compétiteurs. Si tu en tiens à la définition générale. Ok, donc t'as la C'est notion pas de forcément, compétition t'es pas qui- forcément professionnel, mais tu peux faire de la compétition. Ok. Et après, dans le langage courant, on le sait en fait. Enfin, c'est un peu un abus de langage, mais aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est un athlète, c'est qu'il a une bonne condition physique, quoi. Voilà, quelqu'un qui est Oui, athlétique, c'est quelqu'un qui est... Mais pour moi, la condition physique, il faut faire attention parce que quelqu'un qui va parler de condition physique, souvent, il va penser à l'endurance musculaire et à l'endurance cardiovasculaire, principalement. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais quelqu'un, Si. lui, il a une bonne condition physique, on va plus visualiser le cycliste ou le coureur. Alors que pour moi, de dire que quelqu'un, ce mec est athlétique, C'est c'est plus l'explosivité. quelqu'un... Alors, il dit explosivité, moi, je pense un peu comme Jean-Pierre Heger. Heger, vous voyez, c'était le préparateur de Werner Gunther, le Suisse, qui préparait en décathlon, en lancer, et ainsi de suite. Lui disait la qualité première d'un athlète, c'est la puissance. Parce que de la puissance, t'en as plusieurs qui découlent. Notamment la force, parce que la puissance, c'est le fait d'exprimer de la force rapidement, Sur de donc la la notion de force. Ouais, que c'est La avec vitesse aussi par la l'accélération. puissance. L'agilité vient de la puissance aussi, avec la capacité de bouger vite. Et en gros, la puissance est un peu transversale, alors que quelqu'un qui a une grosse endurance cardiovasculaire, il n'a que ça. Son endurance cardiovasculaire va pas lui apporter d'autres qualités. Là, si on veut parler des qualités physiques, je pense que c'est, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien de parler un peu du modèle CrossFit, qui a, dans sa méthode, parle des 10 qualités physiques. Et je l'ai re-regardé hier et j'ai trouvé ça intéressant. C'est 10 en CrossFit, parce C'est qu'en 10. en préparation physique, Tu as- c'est 7. Ouais, tu as l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, la force, la souplesse. Ça, c'est des qualités que eux ils appellent organiques ou bioénergétiques, puisque c'est avec les filières énergétiques entre autres, mais pas que. Ensuite, tu vas avoir les qualités neuromusculaires. Donc là, tu vas avoir justement la puissance, la vitesse, la coordination. Et eux, ils rajoutent l'agilité, la précision. Et c'est quoi? J'en ai oublié un. Ouais, c'est ça. La précision, l'agilité et l'équilibre. En gros. Et eux, ils considèrent ça comme la maîtrise du mouvement. Ok. Et en fait, le projet de CrossFit à la base, c'est de dire, nous, on va développer ces 10 qualités physiques chez Pour les les gens, on aura les athlètes athlètes les plus complets. les plus complets, Mais en ouais. réalité, si tu regardes bien le CrossFit, en fait, les 4 qualités physiques qui sont développées, c'est les 4 premières. C'est même pas, c'est les 3 premières. C'est force, endurance musculaire, cardiovasculaire. T'as un peu de puissance, T'as un parce tout que petit t'as peu- l'haltérophilie. T'as un tout petit peu de puissance, mais honnêtement, tout ce qui va être agilité et précision, c'est complètement laissé de côté. Surtout dans un cadre de compétition. Bah, ils Même vont- la coordination, Coordination, ils vont considérer que c'est la gym, tu vois, qui Ouais. est CrossFit. Mais c'est la gym CrossFit, c'est le niveau 0 de la gymnastique, donc c'est une Donc, faible je coordination. veux dire, c'est que le projet du CrossFit à la base, c'est de dire, nous, on va produire les athlètes les plus complets. Voilà les 10 qualités physiques sur lesquelles on va travailler. Et tu vois qu'aujourd'hui, après 20 ans d'existence, les 3 qualités physiques qui sont il y a que 3 qualités physiques qui sont vraiment développées Oui, sur, après, 7 sur 10, pardon. Tu peux mettre un petit peu la force aussi au même titre que la puissance si tu le prends juste sur la définition. Parce que la force, ça reste quand même la capacité de bouger une masse avec une grosse accélération. Par exemple, un mec qui fait 200 squats lentement sera moins fort que quelqu'un qui le fait rapidement. la puissance, c'est t'as déjà une notion un peu de... Oui, la puissance, c'est développer la force dans un plus court laps de temps possible. Oui. Maximum de force. Mais en STAPS, par exemple, quand ils font leur cours sur la prépa physique, très souvent, ils distinguent
dans les qualités athlétiques, les qualités physiques, un peu comme tu as dit, c'est les qualités biomécaniques et physiologiques, donc force, vitesse, puissance, comme tu as dit. Et les deuxièmes, ça va être les capacités coordinatives. Et celles-là, dedans, tu vas avoir des trucs qui sont moins quantifiables que les premières, parce que les premières, pour tester la puissance haute, on sait comment voir les max watts de quelqu'un, la force, tu as des mouvements. Capacité coordinative, ça va être la manière de bouger efficacement. Et là, tu vas avoir en gros comme notion peut-être la précision que le CrossFit va avoir, la coordination, l'agilité, l'équilibre, et ainsi de suite. Et là, c'est le deuxième type, du coup, qui rentre pas dans les qualités physiques, mais qui rentre dans les qualités coordinatives de l'athlète. Mais j'ai regardé un petit peu selon les gens, si on leur demande de classer un petit peu les sports où ils estiment qu'il y a les meilleurs athlètes, les sports qui ressortent, quand je te l'ai dit hier, tu vas avoir le décathlon forcément parce que là il y a 10 épreuves, tu vas avoir les sports de combat parce que non seulement tu développes énormément de qualité physique, mais c'est un sport d'opposition, tu as la maîtrise du stress, mais etc. Est-ce que c'est tous les sports de combat? Alors, parce que par exemple, le MMA est plus complet, c'est sûr que la boxe, par exemple. Oui. Par exemple. Alors, ça, je trouve ça pas curieux, mais je pense que c'est parce que c'est un sport qui est très populaire en France. Tu as la natation qui ressort beaucoup. Oui. Voilà. Alors que c'est plus endurance de. Non, quoique après ça dépend aussi les types de nage. Oui, voilà. Moi, je parlais des épreuves d'endurance. Après, il faut faire attention parce que c'est pas forcément ce que la discipline amène comme qualité physique, mais aussi les qualités qui sont nécessaires à la pratique. Par exemple, un sprinter, s'il fait que du sprint, il sera pas forcément complet, mais en fait, un sprinter fait un travail tout autour qui le rend complet et bon dans sa discipline. Par exemple, un sprinter va faire de l'haltéro pour sa prépa. Donc, on va dire qu'un sprinter, il a une grosse puissance, il a une grosse vitesse, l'explosivité, une grosse force parce qu'il fait de la force max pour développer sa puissance. Ils font du travail d'agilité, du travail de coordination parce que tu as une notion technique dans le sprint et ainsi de suite. Tu vois. Contrairement justement au prochain sport que je vais citer, le cyclisme, où là, on sait que les cyclistes, ils font du vélo. Il y a pas, je pense pas qu'en termes de préparation physique, ils développent beaucoup de qualité. Ça dépend encore parce que après, c'est comme la natation. T'as les mecs. Alors, je parle du cyclisme sur route, vraiment au Tour de France. Ouais, mais t'as les mecs qui font du contre-la-montre, t'as un peu de tout. Après, bon, t'as aussi le cyclisme, mais comme tu as précisé sur la route, mais les mecs qui sont sur les vélodromes, tu regardes comment il s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais de l'allemand là. Fosterman. Ouais. Après, Quadzilla. Les pistards, ils ont deux qualités physiques. Enfin, les trois, ils ont la vitesse, la puissance. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Des fois, t'es obligé de rentrer dans le détail de. Oui, non, mais je suis d'accord que quelqu'un qui fait du 100 mètres et quelqu'un qui fait du 800, c'est différent. Après, la course à pied, en fait, ça veut tout et rien dire. Bon, en tout cas, là, il cite le cyclisme sur route. Et ce qui ressort, c'est que les gens, en fait, dans l'esprit collectif, c'est un des sports où il y a les meilleurs athlètes. Mais en fait, c'est limite plus pour l'aspect mental qu'autre chose. Et ça, on l'a dit dans la définition, on n'en a pas trop parlé, mais on va en parler après. Il y a la force mentale, il y a les qualités physiques, techniques et le mental. C'est là où peut-être avec Louis, on va peut-être avoir un différent. Non, moi, je suis d'accord avec toi, c'est juste que c'est compliqué à quantifier. C'est dur de quantifier le mental parce que c'est très difficile mentalement de faire un effort de 10 secondes comme le sprint parce que tu n'as que 10 secondes pour performer. C'est très difficile mentalement de faire un effort de 10 heures parce que c'est le côté abnégation au niveau mental. C'est très difficile de faire un match de tennis parce que tu as à la fois l'abnégation et tu as un opposant. C'est hyper dur un sport de combat parce que tu as le côté mental de t'en prendre dans la gueule. C'est hyper dur le côté mental d'un sport co parce que tu dois reposer. Donc en fait, la quantification du mental est très dure. C'est très difficile de sous-peser ce qui est le plus dur. Moi, tu me mets dans un sport d'endurance, je vais avoir un mental qui est à chier. Et un mec de sport d'endurance, tu vas le mettre sur 3 essais pour réaliser sa barre la plus lourde possible sur un max au squat, il va être à chier. De toute façon, nous on l'a vu avec Redon, compétiteur extraordinaire, je pense en haltéro. C'est quelqu'un qui doit être capable de mobiliser tout son corps et tout son esprit pour performer sur 3 secondes. Et en CrossFit, il a eu beaucoup de difficultés à tenir mentalement sur des watts qui font 10, 15, 20 minutes. Et inversement. Alors qu'il a flirté avec il a fait du haut niveau. Donc, a priori, il est censé avoir un mental qui tient la route. Et malheureusement, tout n'est pas transférable. Ouais, t'as vraiment des catégories, quoi. Voilà. Quand tu prends le crossfitter qui, lui, va être bien meilleur mentalement que Redon sur un effort de 40 minutes, par contre, lorsque tu vas le mettre sur un effort type haltéro de 3, il va craquer mentalement. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de dire que tu peux pas dire que Redon a moins de mental que l'autre, que l'autre a plus de mental. Pareil, il y a des sports où pendant ta préparation, tu dois beaucoup plus jongler avec la blessure, les douleurs ou autres. Et ça, en fait, c'est pas l'effort. L'effort mental, il est pas le jour J de la compétition, mais sur toute la préparation, tu vois. Même face à la stratégie, etc. Quand tu dis les sports de force, par exemple, comme l'haltéro, t'as le fait de réussir à se mettre dans le mal sur du très lourd, d'autres à se mettre dans le mal sur du cardiovasculaire, mais après, comme tu dis, il y a du se mettre dans le mal aussi face à la stratégie de l'autre, rebondir, pas se faire manger mentalement parce que l'autre, il joue avec tes barres, etc., ou il te pousse un peu dans tes retranchements.
pas perdre ses moyens. Par exemple, quand tu fais un échec, comme tu dis, quand tu as 3 essais sur un mouvement, si jamais tu fais 2 échecs et que tu as la bulle et qu'en plus tu tires en équipe. Mais du coup, ce que je veux dire là-dessus, c'est un peu comme les qualités physiques. Tu vas avoir des points positifs ou autres, mais pour moi, tu peux pas dire qu'il y a un sport qui demande plus de qualité mentale que d'autres, parce que par exemple, typiquement, il y a plein de personnes, les sports de combat, ça va être hyper dur mentalement d'aller s'en mettre plein la gueule. Moi, quand je faisais des sports de combat, c'était le plus facile pour moi mentalement, parce qu'une fois que j'ai l'adrénaline, j'ai aucune retenue à aller me prendre des coups ou à en mettre. Alors que par contre, aller sur une barre où je dois me relâcher, essayer de pas me crisper et être technique sur l'instant T, c'est beaucoup plus dur mentalement pour moi de faire une barre en haltéro que de faire soit du kickboxing, soit de la lutte. Bah oui, non, c'est sûr. Je reprends l'exemple de Redon. Je pense que Redon, il y a très peu de gens qui ont cette capacité à mobiliser 100% de leur corps et de leur esprit sur 3 secondes, comme lui, il est capable de le faire. Et par contre, être à 80% sur 15 minutes, il y a des gens pour qui ça va être très compliqué, alors que, par exemple, Redon, c'était compliqué. Tu regardes et inversement, les crossfitters, on le voit bien, mentalement, Hugo l'Espagnol, il arrive à être dans le rouge pendant très longtemps. Même lui, quand on l'a vu en podcast il y a longtemps, il le disait. Il a dit, moi, c'est souffrance. Ouais. Moi, je vais dans le rouge directement et après, je reste dedans et je suis bien. Par contre, Hugo, je pense qu'il prend un petit coup de poing dans le menton et il se met par terre et il dit j'arrête. Stop. Il prend tout ton argent avec ses avocats. C'est ce qu'il dit. Donc, il y a le cyclisme sur route. Après, ça va te plaire, Louis. Il y a le football américain et le rugby qui ressort beaucoup. Parce que forcément c'est un sport où on demande beaucoup de développement de puissance, vitesse, mais il y a le côté aussi stratégique, collectif et opposition, donc c'est un peu un mix entre le football, les sports de combat et le fait d'être hyper explosif. Et pareil, après je pense dedans t'es obligé de rentrer dans le détail après des postes, parce que tu regardes un pilier et un ailier, c'est pas la même chose, quoi. Et encore que genre dans le rugby ça se veut moins encore spécialiste que dans le football américain. Ça a changé récemment, les joueurs sont un petit peu plus polyvalent. Ouais, mais dans le foot, avant c'était comme au football américain où t'avais vraiment dans le foot US, t'as des mecs qui ont sur des carrières qui n'ont jamais touché un ballon. Mais j'avais regardé c'est quand même un délire, ça. J'avais regardé le poids moyen. J'avais regardé le poids moyen. Le poids moyen, vas-y, excuse-moi, termine. T'inquiète, c'est qu'en gros les mecs disaient, t'imagines sur une carrière où en gros ton sport c'est de jouer au foot US, t'as des mecs qui ne touchent pas la balle et en plus sont dans le plus gros, sur le haut niveau, c'est-à-dire que ces mecs c'est des stars mondiales. Les mecs n'ont jamais touché un ballon. Ça semble quand même irréalisable. Par exemple, un joueur de rugby qui a jamais touché un ballon de sa vie. T'as des joueurs de rugby qui touchent pas un ballon par match. Ça arrive aussi. Oui, mais c'est quand même un peu plus fréquent, quoi. Et j'ai l'impression que c'est moins spé que le foot US. Le foot US, c'est vraiment t'as des combattants de front. J'avais regardé le poids moyen de l'équipe d'attaque, c'est entre 100 et 110 kilos. Et dès que tu passes sur la team de défense, ça va entre 120 et 140. Donc déjà, c'est pas les mêmes personnes. Et les mecs savent courir en plus. C'est ça qui fait bader. Donc t'imagines avoir 40 kilos d'écart, des mecs qui font le même sport. Ouais. Donc tu vois, c'est surtout quand ils arrivent en courant, quand tu regardes les tests de NFL Combine. Parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est que les mecs arrivent à rester athlétiques. Et après, si on repart sur le sujet, mais malgré des poids de corps élevés, quoi. Et le dernier sport, vous en doutez, c'est les sports considérés comme hybrides modernes, donc le crossfit par exemple. Je sais pas si on peut mettre l'Aerox dedans, mais je suis pas trop pour. Non. Je considère plus l'Aerox comme un escape game du cardio pour l'instant. Non, mais Aerox, justement, quand Marin parlait de conditions physiques tout à l'heure, moi c'est vraiment le truc. Ils ont des conditions physiques de fou furieux, ils ont une endurance musculaire et cardiovasculaire de fou. Mais par contre, en Aerox, t'as aucune demande en force, en explosivité, parce que désolé, mais le sled, ça demande pas de la force. Pas pour la charge qui est imposée. La charge est pas assez lourde pour qu'il y ait de la force. Explosivité, les wall balls ou les broad jumps sont pas assez explosifs et c'est pas un effort assez court pour qu'il y ait cette. Oui, voilà, j'allais dire, il y a trop de reps. Dans tous les cas, tu passes 60% de ton temps à courir. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas développer non plus trop de force sur le bas du corps. Si t'avais de l'haltérophilie en Metcon sur un 21-15-9, c'est pas de la puissance. Alors que par contre, quand dans un WOD t'as un ladder où il faut faire un max en snatch, là c'est de la puissance. Et en Aerox, t'as pas ça. C'est qu'un effort qui est long. Donc tu peux pas, t'as pas de notion de force, de puissance, de vitesse ou autre, c'est vraiment que sur du long. Et donc du coup ma question c'est pour vous, quel est le sport dans lequel on va retrouver les meilleurs athlètes? Alors moi j'aimerais bien qu'on se mette d'accord avant qu'on fasse ça. J'aimerais bien aussi que dans les commentaires les gens en parlent parce que c'est plus affaire d'opinion que de bien sûr, de faits réels, donc c'est plus ce qu'on en pense. Donc si vous avez votre avis, donnez-le dans les commentaires. Moi j'aimerais bien qu'on parte d'un principe, c'est que je veux à tout prix que le sport où on choisisse que c'est le meilleur athlète, il faut que l'athlète en question, ses qualités soient transférables aux autres sports. Ça veut dire que typiquement, si on prend un mec qui fait de la force athlétique, je pense que personne n'allait choisir ça. Il y a athlétique dans le monde, pourtant. Non mais force athlétique, tu le mets sur la plupart des autres sports, il est nul. Donc tu peux pas le prendre. Oui, comme un nageur aussi. Tu prends un mec qui fait du rugby, tu sais que il va être bon dans la plupart des trucs, mais par exemple, il manquera de la mobilité, il manquera et ainsi de suite. Et par exemple, tu prends un nageur, tu le sors de la piscine.
Il a des qualités de force à la muscu haute, mais par contre, il sait pas faire grand-chose d'autre, tu vois. Ou un cycliste sur piste, c'est pareil. Tu prends un marathonien, à part son marathon, tu le mets dans un autre sport, il est pas spécialement... Est-ce qu'on peut faire un top 3? Ce serait plus simple pour choisir. On en dit un chacun et on peut argumenter dessus. Ok. Moi, celui où, en tout cas, je regarde qui a le plus de compétences techniques, pour moi, c'est NFL. NFL. Ouais. Le joueur de foot. C'est un choix de raison, honnêtement. Pour moi, c'est Foot US. Qui met en place des tests pour standardiser les qualités physiques avec le combine. Ouais, bah en fait, moi, c'est pas forcément via le fait qu'ils fassent du combine, c'est qu'en gros, quand tu regardes les résultats du combine, c'est qu'en gros, tu regardes les mecs et ils ont des détentes de fou furieux. Je sais pas s'il y en a qui regardent de temps en temps les highlights de Foot US. Combine, c'est quoi? C'est les mecs détente verticale? Détente verticale, broad jump. Plus d'un mètre, un certain. Broad jump, donc c'est détente horizontale. Slalom. Tricone drill. Donc on fait un aller sur un plot qui est à 5 mètres. On va sur un autre plot qui est 5 mètres de l'autre côté, on revient, donc il y a le changement de direction, l'agilité, la vitesse qui rentre en jeu. Max rep, max rep 100 kg. Bah pour moi en fait ils ont un peu tout parce qu'ils ont, comme vous dites, ces qualités physiques là. Ils ont l'agilité, donc cette capacité à changer de direction, et en plus c'est un sport où ton environnement est mouvant et hostile. Ah oui. Parce qu'un haltérophile, il maîtrise son environnement totalement. Un mec du foot US, l'environnement il est totalement en train de bouger. Il peut pas prendre un énorme tampon au milieu de son arraché. Et ils ont des capacités. Et surtout, moi, c'est ce qui m'impressionne dans les athlètes de haut niveau, c'est cette capacité à, entre guillemets, à prédire le futur à 1 ou 2 secondes d'avance. Alors, ils anticipent tout. Attends, juste dans les autres exos, tu disais, il y a le bench, max rep. Il y a le L-test, donc il y a le changement de direction latéral. Il y a le max rep au bench, donc c'est de l'endurance musculaire sur le haut du corps. Par contre, en NFL, il y a 40 yards. Et il y a le 40 yard dash, le test de vitesse sur 36 mètres. Mais en gros, il y a 0 endurance cardiovasculaire, parce que les pauses sont énormes entre le combat. Oui, il y a plein de pauses. Il n'y a pas d'endurance musculaire aussi. C'est des mecs qui sont justement sur le spectre puissance. Moi, je suis d'accord avec Marin, parce que j'aime bien ce spectre-là pour les qualités athlétiques. Sur le spectre puissance, ils sont extrêmement bons. Par contre, le fait qu'ils aient développé autant ces qualités explosives fait aussi qu'ils sont moins bons sur les autres. Et que s'ils font trop de cardio, ça va être au détriment. Mais par contre, vous me dites ce que vous pensez de ça, mais je pense que c'est impossible, du coup, là, pour ce critère-là, d'aller dans les deux cases, parce que c'est trop en opposition. Mon sport, j'estime qu'il va dans toutes les cases. Il arrive à aller dans les qualités explosives comme ça, puissance. Il n'y a pas de qualité de souplesse et de mobilité en football américain non plus, ou très peu. Alors vas-y, dis-nous ton sport. Non, mon sport, ce serait le décathlon. Parce qu'au décathlon, vous connaissez un peu les épreuves où il y a le 100 mètres. Je connais les rayons. 100 hauteur. Tu connais rayons pêche. Il y a le 100 mètres. Donc pour la vitesse, on est d'accord, on est à fond. Ouais. En explosivité, tu as les lancers, tu as du disque, tu as du poids. Donc tu as des mecs qui lancent à plus de 17 mètres, ce qui est monstrueux hein, sur le décathlon. C'est le décathlon actuel parce que t'en avais un autre. Ils font de l'haltérophilie par exemple. Donc c'est des mecs qui épaulent debout, 150 kg ou plus. Ils ont des sauts verticaux horizontaux. Ils ont le saut en longueur, ils ont le saut en hauteur. Okay. En termes de saut ou de puissance haute, c'est pas mal aussi. Ils ont du 400, donc ils sont sur un effort qui est un peu plus long. Ils ont du 1500. Et sur le 1500, on est obligé, quand on est coureur de 1500, de faire du travail aérobie plus long pour être performant dessus. Je peux pas être bon en faisant que du 1500. Donc en gros, sur le spec, j'ai même pas tout dit, mais ils ont toutes ces qualités-là, sachant que dans les épreuves qu'ils font, comme le saut en hauteur, saut en longueur haute, ça développe des qualités de mobilité aussi, où tu es obligé d'aller chercher la mobilité, parce que si t'es tout raide, t'es nul en saut en hauteur par exemple, t'es pas bon en lancer, si t'es raide sur le haut du corps, et ainsi de suite. Moi j'ai l'impression que le décathlon, alors pas pour tailler du tout, mais j'ai l'impression qu'au niveau des performances dans les différents critères, on redevient un peu comme dans un sport crossfit. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, les perfs sont moins impressionnantes. Alors après, c'est le jeu aussi d'être bon un peu partout et d'être un peu moins spécialiste. Mais j'ai l'impression que t'as plus de shows et de perfs impressionnantes, par exemple, sur les mecs de NFL que sur les mecs de décathlon. J'en ai parlé avec José, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas choisir une discipline où il n'y a pas au moins un des critères où on est le meilleur du monde. Une des qualités. Ouais, voilà. Donc elle dit par exemple le crossfit ou le décathlon, c'est des gens qui sont moyens partout. C'est trop polyvalent partout. C'est qu'ils sont bons partout, mais ils sont pas très bons dans un truc. Après, je suis assez d'accord avec cette vision. Je peux te donner aussi des trucs, tu vois, par exemple, je sais pas si ça vous parle, mais au 1500, t'as des mecs qui sont en moins de 4,10 au 1500. Ouais, moi, ça me parle pas. Moins de 4,15. C'est des chronos qui sont quand même très. Tu me parles de 0 à 100 en bagnole, je veux bien. Au 100 mètres, t'as des mecs sous les 11 secondes, sous les 10, 6, 17 au 100 mètres. En javelot, en 10, ça lance à 50. Mais je pense que tu dois en avoir t'en as peut-être plus sous les 11 secondes en NFL. Qu'au décathlon ? Ouais. Au total, non, en pourcentage. En pourcentage, non ? Non, parce que t'as que quelques postes qui courent sous les 11 secondes en NFL. Bon, en tout cas, moi je trouve ça. Mais voilà, moi ça serait le décathlon du coup. Je trouve ça plus stylé. Mais parce que je trouve c'est trop polyvalent dans
dans le spectre, mais du coup, c'est ce qu'on demande. NFL aurait été dans mon top 3, mais je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs rugbymen sont mieux que les meilleurs NFL dans le sens où ils s'en rapprochent en termes de puissance, mais ils ont la capacité cardiovasculaire et l'endurance musculaire que les autres n'ont pas. Ouais, mais je suis pas sûr, tu vois, que si tu prends les meilleurs au rugby, ils aient des scores aussi élevés, par exemple, sur le combine. Parce que pour moi, dans le rugby, il y a beaucoup plus de. Il y a plus de lecture qu'en NFL parce que les mecs sont obligés d'être plus polyvalents sur le terrain. Non, je pense que les meilleurs au rugby s'approchent des meilleurs au NFL. Okay. Je pense que si tu fais la moyenne, effectivement, le rugby est important, mais les meilleurs au rugby. Et quand tu dis les meilleurs au rugby, c'est les meilleurs, par exemple, dans le jeu ou les meilleurs en. Oh, voilà. Parce que par exemple, tu prends un Dupont, etc., c'est pas forcément eux qui. Par contre, tu prends un Cheslin Colby en équipe d'Afrique du Sud, tu prends Carlina, un américain, c'est des mecs qui en fait c'est des mecs qui auraient pu être des sprinters de haut niveau, ils avaient fait que ça et qui ont des prépas un petit peu type NFL aussi. Ok, bon bah moi mon sport, vous en doutez, ça va être la gym. Alors je vais justifier un petit peu, mon avis est plus nuancé. Par exemple, moi je peux pas contredire Marin par exemple sur le rugby et la NFL. Malgré tout, si je reprends ce que tu as dit, parce que je suis assez d'accord avec ça, exceller dans une qualité et transférabilité sur d'autres sports, je pense que la gym elle rentre totalement là-dedans, parce que en termes d'agilité, je pense que c'est les meilleurs athlètes du monde. Je pense que les 3 sports qu'on a cités sont des sports hyper transférables aux autres. Oui. Et je pense aussi que en fait pour moi la gym, à partir du moment où tu développes énormément la coordination c'est la capacité à analyser, à apprendre un geste et à le répéter plein de fois. Et en fait, du coup c'est un peu une méta-skill, c'est avoir une bonne coordination, c'est une capacité à apprendre. Et donc pour moi, c'est pas pour rien que je pense naturellement les parents mettent leurs enfants à la gym. C'est parce qu'en fait, ils vont apprendre à maîtriser leur corps. Après, tu peux les faire rebasculer dans un autre sport. Même si je sais que la gym, il y a des écueils. Je sais que par exemple, en niveau force du bas du corps, par exemple, il y a. Tu différencies gym homme et gym femme, ou tu prends gym dans la gym parce que c'est pas du tout les mêmes épreuves. Par exemple, au JO, la gym homme et femme, c'est pas la même. Je trouve que la gym femme est plus complète. La gym femme, il y a plus de bas du corps. La gym homme, c'est beaucoup focalisé sur le haut du corps. Donc, ouais. C'est des agrès que t'as pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'en termes de difficulté technique, je pense pas qu'il y ait un sport où il y a plus de technicité. Honnêtement, de la même manière que je pense pas qu'il y ait plus d'explosivité dans un autre sport que l'haltéro, quoi. Un peu, ou en NFL. Bah, pour moi, la puissance. L'haltéro est lancé. Pour moi, tu vas pas trouver plus de puissance ailleurs, quoi. Quand tu dis que le plus de technicité, c'est dans le sens où c'est le plus technique pour pouvoir exécuter le mouvement, ou que l'attention portée sur la technique est la plus haute? Bah, c'est les deux, parce que l'attention est portée sur la technique parce que les gestes en demandent énormément. Moi je suis d'accord, les capacités coordinatives. Parce que pour moi c'est pas forcément la même chose. C'est la gym qui demande le plus de capacités coordinatives. Pas forcément de qualité physique, mais de capacité coordinative. Pour moi, c'est pas un sport qui peut être devant. De toute façon, quand tu regardes les anneaux, le déport des anneaux, et avec la capacité de. Non, mais c'est le fait qu'il y ait plein d'agrès aussi. Oui. Donc, et surtout, voilà, moi, ce que j'aime bien dans la gym, c'est que, on l'a constaté, je pense, plusieurs fois, nous, dans notre carrière de coach, les gens qui viennent de la gym, ils s'en sortent pas trop dans les autres sports. Et encore une fois, Louis, c'est le premier à le dire, ils ont pas forcément l'explosivité nécessaire. Par contre, les filles. Par contre, en termes d'apprentissage du mouvement, conscience corporelle. Ils ont l'explosivité, justement. Okay. C'est les gars qui ont la coordination, la mobilité, mais ils ont pas la force et l'explosivité pour l'haltéro. Alors que les filles, elles ont la coordination, la capacité d'apprentissage de nouveaux mouvements, le schéma moteur et tout ce qui va avec, et en plus de ça, elles ont l'explosivité dans les cannes. Par contre, encore une fois, je préfère leur dire, moi je suis époustouflé par les mecs qui font du NFL ou les sprinters de haut niveau, parce que pour moi, il y a certaines jauges qui sont... Il y a certaines jauges, tu sais, je prends un peu comme dans les jeux vidéo, quand tu choisis ta voiture, t'as la jauge puissance qui est au max du max du max, et en plus surtout pour moi c'est la qualité peut-être la plus difficile à développer avec l'agilité. Pour moi, pour moi, la puissance, c'est la capacité qui est la plus synonyme de capacité athlétique. Oui, d'athlétisme. Tu vois. Oui, parce qu'elle est à mi-chemin entre les capacités énergétiques et les capacités neurologiques. Elle fait le lien en fait entre les deux. C'est le lien. Ouais. C'est juste avant que tu finisses sur la gym, si on parle purement des capacités physiques maximales en fonction de chaque qualité, j'avais noté un petit peu. Par exemple, en force maximale, ce sera. Je ne vais pas mettre le powerlifting parce que dans la force, il y a une notion de distance. Et aujourd'hui, c'est trop triché sur les leviers et la distance. Donc, je vais mettre le strongman. C'est les athlètes les plus forts du monde. En puissance, ce sera les haltérophiles. Je fais juste une parenthèse là-dessus sur le strongman. C'est marrant parce qu'il y a, pour par exemple, ceux qui connaissent Tango, là, qui a souvent des critiques de personnes qui font de l'aérox ou d'autres sports qui disent oui, mais t'es fort, mais t'as aucun cardio. Regardez des compètes de strongman. Faut quand même une grosse caisse parce que quand les mecs font des allers-retours avec des énormes charges, c'est quand même très très cardio.
pas dans le sens endurance cardiovasculaire. Non, ils ont l'endurance de force, hein, déjà. Mais il y a ouais, aussi. Mais il y a quand même une notion quand même cardio, mais pas dans le sens. Des seuils aérobiques qui soient mensuels ou des non. qui sont très costauds. Mais je veux dire, c'est. Pour leurs 140 kilos, Non, c'est sûr. ils sont du cardio. Mais c'est pas des efforts. En force athlétique, Oui, voilà. parce qu'ils ont un peu plus de capacité cardiovasculaire. Ouais. Et surtout que c'est pas des efforts quand les mecs on leur demande de faire un truc lourd, c'est pas juste sur un lift. C'est des épreuves qui peuvent durer 20, 30, 40, 2 minutes pleines de fois. Vous êtes d'accord du coup en puissance, haltérophilie et les sports de lancer, le poids notamment. En vitesse, le sprint sur 100 mètres, enfin, le 100 mètres, le 60 mètres. Le 60 mètres, c'est plus de la puissance d'ailleurs, un peu moins de vitesse, mais le 100 mètres, le 200 mètres. Le cyclisme sur piste, les pistards, ils ont des vitesses de fou furieux. C'est monstrueux, ouais. En endurance, endurance pure cardiovasculaire, ça va être le triathlon, les trailers, les marathoniens, le ski de fond et les cyclistes. Ouais, enduroman, tout ça. Ouais. Et Robin, je sais qu'il mettrait les cyclistes sur route en numéro 1 parce que les mecs font ça pendant des jours et des Alors jours. après, j'ai un biais. D'ailleurs, je vous invite à le regarder si vous aimez ce genre de choses. Netflix, ils font quand même des super séries sur le sport. Quand t'as envie de découvrir un sport, les séries qu'ils font à chaque fois, je trouve elles sont extraordinaires. Donc il y a la série sur le Tour de France, il y a la 3e saison qui vient de sortir. Moi, c'est pas du tout un monde que je connais. Et franchement, je suis fasciné. Et surtout, je me rendais pas compte déjà, non seulement de la dureté, je savais que c'était dur, mais tu sais, quand tu vois les mecs, ce qu'ils endurent après chaque jour, mais surtout, c'est la dangerosité. Ouais, les mecs, vénère, hein, ils sont dans les descentes à 100 km/h à poil. À poil, les mecs. Par contre, là, la dangerosité, je le mets plus dans la qualité physique, tu vois. Mais alors, par contre, parce que c'est une qualité mentale, entre guillemets, mais ça, pas physique. Oui, sinon tu mets l'apnée, du coup. Oui, voilà. C'est des mecs, il y en a plein qui canent. Donc voilà, et je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment super intéressant. Et puis bien sûr, ils filment pas juste les athlètes, ils filment un peu toute la partie gestion de l'écurie. Alors je sais pas si on dit une écurie, c'est une je crois. Non, une équipe. Ouais, la gestion de l'équipe, comment ils construisent leur stratégie. Il y a une énorme stratégie en cyclisme, même si ça en a pas l'air, etc. Et puis comme Marin l'a très bien dit, il y a des profils différents au sein d'une même équipe avec des sprinters, des mecs qui font du gravac, donc qui sont allés sur gravier, des mecs qui sont juste là pour des suppléants du leader. Enfin bref, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je laisse Robin faire l'éloge de ces sports-là parce que je suis pas très... J'ai pas vraiment comment dire, d'attrait pour les disciplines purement cardiovasculaires longues. Alors, où justement, je trouve que c'est pas athlétique parce qu'il y a pas l'aspect. Je fais de la gym, donc tu te doutes bien que moi, sur un spectre, ce qui va me plaire, c'est les sports techniques. Mais justement, j'apprends à apprécier ça, mais je l'apprécie en tant que spectateur, en tant que pratiquant. Franchement. Et par exemple, quand on parlait de la transversalité, un mec qui fait du cyclisme, un mec qui fait le Tour de France, tu le sors de son vélo, il ne sait rien faire. Ah non, mais là, on est là. Je pense que même ça fait partie des pires. Ça fait partie. Ouais, peut-être avec les nageurs. Et encore, parce que les nageurs, quand même, c'est un environnement naturel, l'eau, qui existe, tu vois. Le vélo, pas. Nageurs longs, parce que sprinter, par contre, ils ont un peu plus de qualité de puissance, d'explosivité. J'ai encore deux qualités. En mobilité, bon, ça m'a surpris parce que l'haltérophilie qui a été mise. Après, l'haltérophilie, je trouve que c'est une mobilité qui est vraiment spécifique au sport. Et quand tu sors du cadre des deux mouvements, arracher, épauler, jeter, j'allais dire, un haltérophile au niveau n'est pas forcément méga mobile, mais quand tu vois des mecs de 100 diplômes qui font le grand écart, c'est quand même un des rares sports qui le permet. Bon, par exemple, en sport de combat, en MMA, je pense que les mecs ont une mobilité qui est peut-être la même, voire supérieure pour résister aux soumissions ou autres. T'as la gym, évidemment, et t'as la danse, les différentes danses. Après, gym et danse, encore une fois, en termes de capacité coordinative, c'est largement au-dessus. Et dernier, sur la résistance musculaire, vous me dites si vous êtes d'accord, donc l'endurance plutôt musculaire. Curling. L'aviron. Où, en fonction de la distance, ça va être une endurance musculaire qui est énorme, l'escalade et le crossfit. Moi, je mettrais le crossfit. Voilà, sur l'endurance musculaire. Ouais, après, t'as des sports qui poussent plus, mais c'est genre tout ce qui est enduroman, etc. Le sur des distances. CrossFit, c'est d'accumuler le plus de volume possible dans un laps de temps donné. Donc, en fait, à partir du moment-là, ton objectif c'est faire ça, t'es forcément obligé de développer et l'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Ouais, est-ce que t'as encore des trucs à dire sur la gym parce que je t'ai coupé pendant ton... Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai juste un truc dont je voulais parler par rapport à comment tu définis un athlète, et ça va être un peu à contrario de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pour moi, je trouve que c'est compliqué aussi de dire où est-ce que tu as les meilleurs athlètes, sachant que pour arriver au même niveau, par exemple, dans un sport comme l'haltérophilie, arriver au même niveau dans un sport comme le foot, tu ne vas pas faire face au même niveau de compétition. J'avais posé la question hier à Louis, je lui demandais combien il y a de licenciés en haltéro à peu près, parce que j'avais regardé. Bon, il connaît bien ses chiffres, il m'a dit à peu près 20 000, donc c'est ça, c'est entre 23 000 et 26 000. Et je lui ai demandé combien il y en avait au foot, je te pose la même question, combien il y a de licenciés au foot en France? Je sais pas, ça va être dans les 300, 400, je pense. Il y a 2 millions 3. Ouais, putain. Donc en fait, si tu veux, alors j'ai pris vraiment deux
extrêmes. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va arriver au niveau France au foot, il aura dû faire face à 80 ou 100 fois plus de compétition. Tu compares un sport où on est dans les meilleurs mondiaux et un sport où on est peut-être 30e mondial. Oui. Donc, et l'autre truc aussi, c'est que en foot, t'as des mecs qui vont persévérer, pousser, essayer qui vont croire, en fait, vu que c'est pas chiffré, qui peuvent faire du haut niveau pendant très longtemps. En haltéro, en fait, après 1 an de pratique, tu sais si quelqu'un... Non, c'est sûr que... Mais voilà, en tout cas, pour moi, le niveau de compétition joue énormément et surtout l'enjeu. Parce que, tu vois, par exemple, tu disais... tu parlais du combine. Moi, par exemple, je trouverais ça intéressant si tu veux mesurer les 10 qualités athlétiques, tu fasses 10 tests, mais ces 10 tests, tu les fais devant 10 000 personnes ou tu les fais sans les 10 000 personnes. Je pense qu'il y a des gens qui se transcendent avec la pression du public. Et les enjeux, c'est pareil. S'il y a des millions... Oui. S'il y a des millions d'euros en jeu ou pas... Parce que quand tu vois, un Kylian Mbappé qui va jouer en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde, t'imagines la pression qu'il a en comparaison avec quelqu'un qui fait les championnats du monde haltérophilie. Encore une fois, c'est comme les mecs qui font le Super Bowl, etc. Voilà. Donc pour moi, ça fait aussi partie un peu. Et comme tu dis, le problème c'est que c'est pas quantifiable. C'est très compliqué à quantifier. Et puis typiquement, tu vois, par exemple, à la salle, on a beaucoup d'athlètes qui sont top 50 français. Les mecs qui sont top 50 français en foot, ils sont connus, j'allais dire, quasiment mondialement. Les top 50 en Ligue 1, tu vois, c'est les 5 meilleurs de chaque équipe. Même pas, il y a 20 équipes en Ligue 1, c'est les 2 ou 3 meilleurs de chaque équipe. Après, on peut aller aussi dans l'autre sens, dire bah oui, mais en fait, c'est peut-être plus facile de persévérer dans un sport où il y a de l'argent en comparaison avec l'haltérophilie, où c'est un sport où là, tu vas juste être à la passion, etc. Et tout ce qui va te permettre d'avancer, même si, ok, il y a moins de concurrence, mais t'as pas de moyens derrière pour t'aider à réaliser en ton sport. Du haut niveau NFL, c'est pas par hasard, quoi. Il y a trop de moyens derrière. C'est ce qui me fait donner raison à Marin sur la NFL tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, si t'as un athlète qui a des qualités physiques extraordinaires, et qu'il a le choix entre l'haltérophilie, avec ses qualités physiques, le sprint, même le sprint, qui est une autre discipline olympique, la lutte ou la NFL, en fait, NFL direct. S'il a le choix entre les 4, il va aller en NFL pour l'argent. Et c'est pour ça qu'on a, selon moi, les meilleurs athlètes du monde en NFL, en tout cas sur les qualités qui sont demandées par la NFL, donc la puissance principalement. Malgré le fait que maintenant il y a de plus en plus de mise en garde sur ce sport là, je sais pas si vous avez vu, il y a un reportage sur je sais pas comment il s'appelle, un joueur là qui est assez jeune en plus, à cause des nombreux impacts, qui est devenu complètement légume, quoi, qui peut plus rien faire, parce que il y a un film dessus. Il mange avec une paille. Quasi, mais il y a un film dessus avec Will Smith. Ah oui, j'ai jamais vu ce film d'ailleurs. Justement, qui met en avant qu'il y a des maladies neurologiques qui se développent suite au choc. C'est pour ça que maintenant dans le rugby, t'as le protocole commotion qui est vachement plus mis en avant. Les mecs, qu'il y a un moindre petit contact. Les mecs ils dévissent, ils ont 50 balais, il y a un truc qui vrille, ils se mettent à taper leur femme, c'est horrible. Les mecs ils ruinent leur vie de famille et tout, alors que ça allait très bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais au rugby ils ont des protège-dents connectés. Si, ça je savais, où ça mesure les jets qui prennent dans la gueule. Les Newton. Et c'est précis ou pas, tu sais ou pas? On va l'essayer après sur toi. Non, justement, en fait, quand le protège-dents bip, le joueur sort, il passe un protocole commotion, donc une série de questions. On regarde combien il y a dedans dans le protège. En fonction du protocole commotion, et apparemment c'est compliqué les questions, c'est-à-dire que même quand t'as pas pris de coup sur la tête, faut être concentré pour répondre, tu vois. Et donc t'as des athlètes qui sont interdits de revenir sur le terrain pour la suite du match, ou t'en as d'autres qui reviennent 2 minutes après, où ils disent c'était une fausse alerte sur le choc ou autre, il va bien, et il revient. On essaie de protéger les athlètes à fond avec ça. Ouais, écoute, heureusement qu'ils font pas ça en MMA, parce que sinon les mecs ils reviendraient jamais, quoi. Je pense qu'il doit y avoir plus de jets pris dans la gueule quand même en NFL que sur les MMA, parce que sur les MMA t'as la notion de coup, mais en NFL c'est comme si tu avais des fois des bagnoles qui te tapaient dans la gueule, quoi. Tu sais, quand t'as un mec qui fait un grand high kick, c'est comme si tu tapais avec une batte de baseball sur ton crâne. Par contre, mais je pense que t'en prends moins que... Je sais pas, de toute façon, il y a moins de maladies, c'est pas dur. Tu regardes, il y a moins de gens qui viennent... Il y a de l'UFC aussi. Ouais, mais attends, en boxe, t'as beaucoup plus de poids à la tête, tu vois. Justement, t'as plus de... Là, c'est justement... Ce qui sort, c'est qu'en fait, t'as plus de problèmes de santé pour les boxeurs, parce qu'en fait, le problème de la boxe, c'est qu'ils appellent ça le head hunting. C'est qu'en fait, les boxeurs, ils vont chercher à toucher à la tête, contrairement à l'UFC, on va toucher au corps, etc. Oui, les gros gants, c'est pire, parce qu'en fait, ça fait une caisse de résonance. En fait, le cerveau, il prend. Je pense que t'as plus de malades, après aussi, t'as peut-être plus de pratiquants, mais sur la NFL. Ce qui est sûr, c'est que les mecs ils prennent des Twingo toutes les semaines, à lancer à pleine vitesse. Je sais pas si dans le podcast on mettra ou pas. Tu sais, là, il y avait une vidéo. Here comes the who. Here comes the boom, là. Et là où t'as tous les highlights des mecs, c'est des délires. T'as des mecs qui se font couper en deux complètement. Pendant des années, on a pointé du doigt le dopage, notamment les anabos en NFL, en disant à cause du dopage, tous les athlètes NFL ils meurent à 40-45 ans. Et même si ça rentre en jeu,
par les soucis hormonaux et par le cardiovasculaire que ça entraîne. En fait, ils se sont rendus compte que c'était principalement les chocs à la tête qui créaient des soucis et qui créent des addictions aussi aux antidouleurs, aux anxiolytiques et ainsi de suite, qui savent buter Oui, alors, parce que les mecs prennent de à l'oxy, je crois. Voilà, ça les butait encore plus. C'est vrai qu'ils prennent aussi beaucoup d'antidouleurs. Ouais. Mais en gros, les stéroïdes n'étaient pas le seul acteur là-dessus, et c'était peut-être même pas l'acteur principal. C'était derrière, en fait, les anxiolytiques, tous les produits qui étaient pris pharmaceutiques. Et d'ailleurs, c'est le deuxième film, je sais pas si vous vous souvenez bien de Bigger, Faster, Stronger, qui avait été fait. Et dans Bigger, Faster, Stronger, il pointait du doigt à fond les produits dopants comme la source de la tentative de suicide de son frère et ainsi de suite. Et en fait, il a fait un deuxième film qui s'appelle Take the Pill. Et Take the Pill, c'est sur justement le fait de dire... En fait, je fais mon mea culpa vis-à-vis des stéroïdes. Je dis toujours pas que c'est bien, évidemment. Mais ce qui a tué mon frère, c'est pas, parce que son frère est mort par la suite d'un accident, c'est pas Oui, ces antidépresseurs, antidouleurs. C'est plutôt les antidépresseurs ou autres qui l'ont complètement plombé hormonalement, psychologiquement et ainsi de suite. J'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'avez pas dit le CrossFit, alors que c'est censé être The Fittest on Earth? C'est le motto du CrossFit, c'est ce qui est censé tester le... Moi, j'y ai répondu tout à l'heure. Le CrossFit, dans sa méthode, dit qu'il existe 10 qualités physiques que j'ai citées juste avant, et prétend les développer à un niveau quand même moyen, on va dire, partout. La réalité, c'est que les CrossFitters développent pour moi 3 qualités physiques sur 10. La force, l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire. Les autres existent, mais à toute petite échelle. Et je trouve que si on prend le haut, c'est les qualités bioénergétiques, organiques, donc force en endurance musculaire, endurance cardiovasculaire, souplesse, et que tu vas vers le bas, et là tu te retrouves avec agilité, précision. En fait, le bas de la liste, il n'existe presque pas pour moi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Alors que pour moi, un mec qui fait par exemple du NFL, en fait, en termes de précision, le mec, il va savoir faire une passe, il va savoir se projeter sur un terrain, agilité, etc. Il y a un répertoire gestuel tellement large qu'on peut considérer qu'il y a de l'agilité. La capacité. Moi, le répertoire gestuel tellement large, oui, c'est vrai, mais en fait, le niveau d'exécution du répertoire gestuel tellement large. Oui, voilà. Dans le CrossFit aussi, il y a la notion que la gestuelle n'est pas forcément idéale sur chacun. Moi, je trouve que c'est trop moyen comme sport pour le citer, dans le sens où c'est pas méchant. Comme le décathlon, quoi. Oui, en fait, pour moi, les meilleurs au monde en CrossFit. Après, c'est relatif aussi à peut-être genre l'appréciation de certaines qualités physiques. Mais c'est pas une science dure, le sport. Hein, si je regarde les meilleurs au monde dans le CrossFit, il n'y a pas beaucoup de trucs. Et je suis honnête, il n'y a rien dans ce qu'ils font en termes l'endurance. Mais même pas. Même moi, sur mon appréciation, il n'y a rien moi que je trouve remarquable dans le sens où putain, c'est un truc de délire qui fait. Pour moi, c'est des très bons athlètes polyvalents. Alors que si je regarde, par exemple, un combine ou les mecs qui font de la NFL. Là, en fait, je vais regarder juste les trucs de détente, l'exploit qu'ils ont, l'accélération, et là, je suis impressionné. Moi, en fait, un peu comme moi, mon facteur, c'est la puissance. Non, mais ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. La qualité reine. Marin, c'est qu'en gros, ils excellent pas dans une seule qualité. Il n'y a pas une qualité où ils sont les meilleurs du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, en haltéro, il n'y a rien dans ce qu'ils vont faire où je vais me dire, putain, c'est monstrueux. Sur l'endurance musculaire, en fait, moi, les trucs qui m'impressionnent, après, c'est peut-être extrême, mais ça va être plus des mecs comme les courses que font les mecs comme David Goggins, où les mecs qui courent pendant 24 heures et qui l'ultra trailer, et qui là, ils sont en train de crever à la fin. Là, je me dis, bon, là, mentalement, les mecs, quand ils font la course, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est la Blackwater, un truc comme ça, où ils courent dans la vallée de la mort. Pendant 24 heures. Bon, là, tu vois, je me dis, bon, là, vrai mental. Alors, et je te dis, dans le CrossFit, je retrouve pas ça. Par contre, dans le foot US, je suis dans les tests physiques, quand je vois les mecs sur le 40 yards, c'est monstrueux, l'accélération des mecs. Je trouve que moi, en tout cas, ça me fait plus vibrer. Donc, peut-être que c'est un truc qui est plus subjectif, parce que c'est dû à mon appréciation liée à l'émotionnel. Mais je me dis, ouais, je trouve ça plus remarquable comme en tout cas comme compétence physique, ce qu'ils arrivent à avoir. La polyvalence, elle est quand même. Mais la polyvalence, c'en est une aussi. Elle est quand même nécessaire, tu vois. J'ai considéré quand même qu'un crossfitter est un meilleur athlète qu'un ultra trailer parce qu'il a quand même un panel beaucoup plus large de développer. Moi, j'ai peut-être plus un regard encore une fois, le niveau de compétition. Si le crossfit était un sport beaucoup plus développé, peut-être que là, le niveau du coup suivrait et on pourrait se dire, ouais, ok. J'ai peut-être plus un facteur spectacle qui rentre en compte, tu vois. Oui, je vois ce que je sur le côté chaud, tu vois. Une autre question pour vous. Vous devez me donner un nom de, selon vous, le meilleur athlète de tous les temps. Moi, j'ai déjà réfléchi. Attendez, je peux te le dire, c'est très facile. Je veux pas que vous me le donniez en termes de palmarès. Je veux dire, vous me dites pas Michael Phelps,
parce qu'il a le plus de médailles olympiques. Ça dépend. Je veux que ce soit vraiment au niveau des qualités physiques et des qualités coordinatives. Donc je peux pas te dire Michael Jordan, quoi. De ses qualités, des qualités athlétiques qu'il peut avoir. Tu dis trop de qualité, ça me fait penser à la musique que t'as mis tout à l'heure là, c'est des qualités. C'est parce que j'ai demandé à mon ami ChatGPT, mais de toute façon c'est toujours le classement qui ressort. Je le connaissais déjà. Tu demandes quels sont les plus grands athlètes de tous les temps et tu prends vraiment tout, absolument tout en compte. Premier du classement, c'est toujours Michael Jordan parce qu'il a son aura à la oui, vraiment. Et après on dit mais là son aura on s'en fout. On dit toujours Mohamed Ali en deuxième, etc. Et puis après tu vas avoir du Lionel Messi, tu vas avoir du Michael Phelps justement. Oui, mais etc. justement c'est pour ça que je dis pas au niveau palmarès ou autre. Je parle de ses qualités physiques et de ses qualités. Je pense que je le connais pas du coup, justement. Ce mec-là, parce qu'il doit y avoir un mec qui est une espèce de machine, mais qui est pas. Mais par exemple, tu vois Michael Jordan, je suis d'accord avec toi, c'est un super athlète, mais je pense que Werner Gunther a des plus grosses qualités physiques et coordinatives que Michael Jordan. Les deux. Avait. Mais non, mais après, voilà, honnêtement, en sportif connu comme ça, c'est compliqué. Alors moi, je donne pas de nom non plus, mais je pense qu'il est en NFL. Oui, c'est ça, j'allais te dire. En fait, j'ai regardé parce que j'arrivais plus à me rappeler de son nom. J'ai re-regardé on l'avait vu ensemble, les tests qu'ils font faire à Cristiano Ronaldo. Sur les tests physiques, il est quand même chaud. J'arrivais plus à me rappeler du nom de ce mec là. Parce que tu sais, par exemple, ils font un test sur sa détente verticale et ils disent qu'en gros, en fait, sa détente verticale elle est pas terrible, mais c'est parce qu'en fait, lui, il ne fait que des sauts avec ses bras, par exemple. Moi, je dirais Cristiano Ronaldo. Voilà. Moi, je dirais, mais j'ai regardé, moi j'ai triché, mais parce que je me rappelais. Moi, je te reprends sur Cristiano Ronaldo, je te dis, c'est un mec qui a pas de force. Ouais. Le mec tu sais, qui était surnommé Usain Bolt en foot US. Non. Tu vois, Tyreek Hill. Ça te dit rien? Il y avait pas mal de compil sur ce mec-là. Ça me dit rien. Usain Bolt aussi, il rentre dedans, hein, clairement. Oui, Usain Bolt doit rentrer dedans. Usain Bolt, on va dire, allez, pour moi, si tu prends les qualités physiques, tu peux dire Usain Bolt, et en plus de ça, t'as le côté aura, etc. qui va avec. Et c'est un sprinter, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en NFL, tu as le test combine qui nous permet de quantifier. Oui, c'est bon, ça te dit rien, lui? Ça me dit rien. Par exemple, je vais vous donner le. Sacré coup. C'est en gros, c'est un mec je crois que c'est un des mecs qui courait le plus vite en NFL et qui remontait les terrains de ouf. Et tu vois, pour ses mensurations, 84 kg pour 1m78. Par contre, le 40 yards, il fait en 4 secondes 29. Okay. C'est quoi ces mensurations? 1,78, 84 kg. Alors moi, je vais t'en donner un autre qui pour moi, c'est celui que je me suis noté en footballeur américain, c'est DK Metcalf. Je pense que vous voyez qui c'est parce que physiquement déjà, mais visuellement, c'est un monstre. 1m93, 105 kg, donc tu vois 20 kg de plus, 4,33 au 40 yards, 1m01 en détente verticale, 27 reps passant 2 kg au bench, et il a couru le 100 mètres en 10,37 contre les pots. Moi je mets Sonny Bill Williams. Voilà, Sonny Bill Williams, on a le rugby, en plus en sport de combat il était... Donc, dites-nous dans les commentaires qui selon vous est le meilleur athlète, et encore une fois ne répondez pas Michael Phelps parce qu'il a l'aura, le pas une question, mais il faut que ce soit celui qui a les meilleures qualités physiques. Parce que donc du coup avec le biais des qualités physiques, parce que si on revient par rapport à la définition, c'est le fait de gagner un prix. Donc, oui, sinon c'est Michael Phelps. Oui, voilà. Il n'y a pas de débat sur le... Oui, après on peut rentrer dans le débat de dire en fait si c'est un sport où en fait dans le sport tu fais 15 épreuves, ça biaise le truc, quoi. Ouais, mais c'est des épreuves qui, en fait, quand t'es nageur, tu sais que ces épreuves sont vraiment très lointaines les unes des autres. Ce serait pas comme avoir arraché debout, arraché force, tu vois, en compétition. Okay. C'est des je connais pas du tout la natation. Distances qui changent, les nages qui changent. C'est beaucoup plus comme le décathlon, tu vois. C'est comme si Usain Bolt gagnait le 100 mètres, gagnait le saut en hauteur, le saut en longueur et ainsi de suite, tu vois. C'est des disciplines qui sont quand même relativement lointaines. Évidemment, entre le 50 et le 100 papes, c'est comme entre le 100 et le 200 mètres en athlée, mais par contre, quand tu changes de nage ou autre, c'est vraiment un changement complet. Comme si demain, Usain Bolt, il gagnait les Jeux Olympiques au javelot, tu vois. Ouais. Ok. Bah, c'était pas mal. Je pense qu'on a tout dit. Sauf si, je sais pas, t'as un truc à rajouter. Je crois qu'il en cherche un autre encore. Non, je regardais quel était le joueur de NFL qui avait fait les meilleurs scores au NFL Combine. Moi, je pensais à Johan Diniz. Je sais pas qui c'est. C'est le français qui fait les 50 mètres de marche et qui se chie dessus en permanence. C'est un mec, là, je sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être, Nick Emmanouori, qui a obtenu donc, le score parfait de 10 sur le NFL Combine, qui court le 40 yards en 4 secondes 38. Il a sauté 43, je pense c'est inch. Moi, si je m'en tiens au cadre jump, oui, je mets Usain Bolt. 11,5 pieds en broad jump. Donc, on est d'accord, on revient tous sur la qualité première, la puissance. Hein. Ouais. Parce qu'on a du Usain Bolt, toi qui prends que les tests combine qui sont uniquement de la vitesse, de la puissance. Alors que. Mais après, je pense encore une fois que c'est plus transférable.
C'est-à-dire que tu prends le meilleur marathon, tu prends Kennedy Sabekele, qui fait du 10 km, du semi-marathon, il sera bon que là-dessus. Ouais. Il sera bon que sur les trucs d'endurance. Bon, en tout cas, laissez-nous en commentaire votre avis sur le meilleur athlète ou le meilleur sport selon vous en termes de qualité athlétique, ça nous intéresse. Le débat Et est puis ouvert. surtout, c'est un débat ouvert. Nous, on a donné notre avis. C'est pas une science dure le sport, donc. On n'a pas parlé des sports d'hiver, mais par exemple le bobsleigh, le skeleton ou autre, Ça, c'est vénère, ça. furieux aussi. Ouais. C'est des athlètes qui ont à peu près les mêmes qualités physiques que les gars en football. Ouais, ce que je leur reproche par rapport à un mec par exemple qui fait du décathlon, c'est qu'en fait il y a pas de rotation, t'es tout le temps en l'axe. Alors qu'un décathlon, t'as au moins du lancer, de la rotation, de boost, etc. Ouais, mais du coup, pourquoi t'as du Usain Bolt? Ah bah Usain Bolt c'est pareil, c'est Si, tout sur dans la. 200 mètres, Mais t'as raison de me reprendre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'angle. Oui. Il n'y a pas de rotation, pardon, pas d'angle. Il n'y a pas de rotation. Non, mais tu Alors que tu vois, en NFL, pour le coup, là, t'as tout. Ah bah oui. En fait, pour moi, il n'y a rien qui manque. Bah, encore une fois, un mec qui est en NFL, je pense que tu peux le mettre dans à peu près tous les sports, sauf les sports où il y a besoin d'endurance cardiovasculaire, il sera bon. Ouais. Alors que Usain Bolt, c'est pas forcément le cas. Ouais. Ça se trouve, Usain Bolt, tu lui envoies une balle, il fait comme ça. Ouais, tu lui demandes de faire un changement de direction et Oui, c'est une balle comme une- ça pète direct. Comme une fille. Ça se Ouais, il y a trouve, trop de puissance dans le truc. Il y a le quadriceps qui saute. Ça se trouve, il jette de la main droite comme on jette de la main gauche. Hein. Bah, c'est ce que tu vois quand ils font les tests d'ailleurs avec. Ils font un sprinter contre Cristiano Ronaldo. Alors, ils prennent pas un sprinter du même niveau que Cristiano Ronaldo. Mais ils prennent un sprinter quand même de haut niveau et ils lui font bien sûr de la ligne droite. Bon, sur ligne droite, il se fait exploser Cristiano. Et puis dès qu'ils font avec des plots et du changement de direction, là, c'est Bah oui. comme une mesure quoi. Donc, Voilà, donc quand un sport est ultra spécifique, malheureusement, ça rend l'athlète moins polyvalent. Ouais. Sauf si sa préparation physique est polyvalente. ce qui est le cas un peu pour un Les sport. lanceurs, par Voilà, les lanceurs. Et ben, on espère que ça vous a plu. On va essayer d'en faire plus. On s'est dit avec les gars qu'on prendrait les dates à l'avance pour faire des podcasts toutes les 2 semaines. On va voir si on le fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, je disais qu'à chaque fois, j'étais au même nombre de séminaires que de podcasts. Ouais. Et là, le podcast, il a pris du retard, donc c'est qu'on en a vraiment pas fait beaucoup. Faut Ok. reprendre. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, on peut faire ça toutes les 2 semaines. Ça me plaît. En plus, on prend des sujets comme ça. Donnez des sujets dans les commentaires, parce que si on n'a pas d'idée, Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous les 3 chauds pour faire des sujets qui sortent du sport. Parce que bon, on en a pas déjà parlé avec Marin il n'y a pas longtemps. C'est pas qu'on a fait le tour, mais. l'épisode 69, on dévoile la liste d'Epstein. Voilà. On a envie de parler d'autres choses, pas forcément non plus des sujets sociétaux ou politiques, mais voilà, on peut aborder. Devrait faire un podcast sur les légendes de YouTube et les mecs qui nous ont inspirés. Ça, c'est très marrant. Ah, je crois que C'est t'allais très dire légitimiste versus orléaniste. On peut aussi, hein. La dernière fois, c'est juste que je crois qu'on était sorti un petit peu du domaine sport et après, c'est comme tout, il y avait des remarques en disant oui, il faut rester dans votre domaine. Mais Ouais, mais ça nique ta mère. bon. Exactement. On faisait Sur de la ce- bouche. Ciao, ciao les gars.